Allez, c'est parti. Du coup, on va parler de Dagger. Normalement, quand on fait une présentation comme ça, on a des slides. Là, en l'occurrence, je n'ai pas de PowerPoint, mais on va juste demander à Dagger de nous générer le PowerPoint. Faire ça. Et Dagger. Pas d'effet démo maintenant. Et voilà, Dagger do build, et il m'a généré un beau fichier HTML. Ça, si tout se passe bien, hop, on a notre slide. Donc, Dagger. Dagger, d'où est-ce que ça vient? On en parle beaucoup en ce moment, ça vient de sortir, le code vient d'être ouvert au public, on n'est plus en bêta fermée. Dagger, du coup, ça part d'un constat, d'un besoin. Donc, c'est les créateurs de Docker qui ont lancé cet outil. Il y a quelques noms qui sont connus, notamment Solomon Hykes, qui ont fait un constat. Ce constat, c'est que chaque société va développer en interne son propre framework et son ensemble d'outils, de scripts plus ou moins obscurs pour intégrer tous les outils du quotidien des gens qui pratiquent le DevOps, tout ça ensemble et dans les ténèbres les lier. Un autre constat, c'est que à chaque fois qu'on veut aller tester un change en utilisant une pipeline de CI, il faut commit, il faut push, il faut attendre d'avoir un slot sur la CI et on a le temps de s'endormir. Pour répondre à ce besoin, du coup, ils ont créé Dagger. Donc, Dagger, qu'est-ce que c'est? C'est un kit de développement portable de CI/CD. Et le mot portable est vraiment très important ici. Et ils appellent ça également la super glue DevOps. Donc, c'est l'idée vraiment de prendre tous les outils et de faire le lien entre tous les différents outils du quotidien. Quel est l'intérêt de Dagger? Ça va être tout d'abord d'amener une couche d'abstraction pour venir se connecter à tous les outils du quotidien. Ça va être aussi de mettre en œuvre de la CI qui va être plateforme agnostique. Donc, ça veut dire que vous ayez l'habitude d'utiliser du GitLab CI, du GitHub Action, du Jenkins ou que sais-je, là, on s'en fiche. On va juste faire du Dagger et après, peu importe où je vais l'utiliser, ça va marcher de la même manière. Ensuite, un autre intérêt de Dagger, c'est qu'il va nous apporter une gestion du cache et des artefacts intermédiaires entre nos différents steps de CI assez poussés. L'idée derrière tout ça, c'est de ne pas refaire des choses qu'on n'a pas besoin de refaire. Et pour moi, le point le plus sympa, c'est que vous allez enfin pouvoir faire du debug de vos pipelines en local et arrêter de pusher systématiquement pour tester vos changes sur les pipelines de CI/CD. De quoi est-ce que vous avez besoin pour faire tourner Dagger? Dagger, en fait, derrière, c'est basé entièrement sur la technologie des conteneurs, donc vous avez besoin d'avoir un runtime qui va être compatible Docker. On va voir que c'est basé également sur un langage qui est QLang, donc vous allez avoir besoin d'installer ce langage sur votre poste. Et puis après, il va juste falloir récupérer Dagger en lui-même, l'outil, et c'est terminé. À qui est-ce que ça s'adresse? Cet outil, très certainement, il va vous intéresser si vous répondez oui à une des deux questions qui est là. Il y a de grandes chances qu'il y ait pas mal de oui. Et du coup, l'outil en lui-même, là, on voit que là, il vient d'être réalisé, ça fait un petit peu le buzz, il y a déjà pas mal de stars sur GitHub, énormément de releases sur le dernier mois, il y a minimum une release par semaine. Et on voit également que là, dans les news, ils viennent de lever 20 millions de dollars. Donc c'est un outil qui va avoir un minimum de pérennité, ça va pas disparaître de suite. Sur quel principe c'est basé Dagger? Dagger, comme son nom l'indique, c'est basé sur le DAG. Le DAG, qu'est-ce que c'est? C'est un type de graphe particulier qui a des propriétés. Les propriétés, c'est que un graphe il va être formé de sommets et d'arcs, et ces arcs ils vont être orientés, donc c'est pour ça qu'on a des flèches sur le graphe.
tous les composants du graphe, on va pouvoir les ordonner. Et un autre truc essentiel, c'est que notre graphe, il ne va jamais former de boucle fermée. Donc, je vais toujours pouvoir le parcourir, aller de haut en bas en suivant un chemin. Pour illustrer le DAG, on va faire une crêpe au sucre. Donc, pour faire ma crêpe, je commence par faire quoi? Je mélange des œufs, de la farine et du lait. Puis quand je mélange tout ça, ça fait ma pâte à crêpe. Quand je mets ma pâte à crêpe dans ma poêle chaude, hop, j'ai ma crêpe. Et puis quand je vais mélanger ma crêpe avec du sucre, et à la fin, je vais avoir ma crêpe au sucre. Donc ça, c'est le DAG de la crêpe au sucre. L'intérêt d'utiliser le DAG, c'est que maintenant, si je veux une crêpe au Nutella, je vais juste venir changer le Nutella ici. Et ma crêpe, elle, elle a déjà été cuite et j'ai aucune raison d'y toucher parce qu'elle ne va pas du tout changer pour faire ma crêpe au Nutella par rapport à la crêpe au sucre. Donc l'idée, c'est que toute ma crêpe ici, je vais la mettre en cache. Je vais la garder, je vais la stocker et je ne vais pas la refaire. Les technologies qui vont nous permettre de mettre ça en œuvre, c'est BuildKit. BuildKit, qu'est-ce que c'est? C'est un projet open source, c'est le moteur de build qu'il y a derrière Docker. Donc lui, en fait, il va nous amener toute la gestion du cache, et c'est grâce à lui qu'on va mettre notre crêpe de côté et qu'on ne va pas la recuire à chaque fois qu'on veut faire une nouvelle crêpe, en changeant juste un ingrédient ici. Donc BuildKit et QLang. QLang, en fait, c'est le langage qui va nous permettre de décrire notre DAG ici. Dagger, du coup, pour décrire notre DAG, on va avoir un certain nombre d'ingrédients qui vont être mis à notre disposition. Donc là, vous avez des packages sur la droite. Tout ça, ce sont des packages Q, donc c'est un ensemble de librairies qui va être fourni avec l'outil et qui va amener en fait cette couche d'abstraction qui va nous permettre de nous connecter et d'interagir avec des outils facilement et directement en Q. Donc par exemple, si je veux interagir avec du AWS ou du GCP, je vais avoir des librairies qui vont me permettre de faire ça très facilement. Pareil, si je veux builder du Go, du Java, interagir avec un cluster cube, etc., etc. Donc là, l'idée après, ça va être d'étendre tout cet ensemble de librairies pour avoir un maximum d'ingrédients et pour pouvoir réaliser des recettes de plus en plus compliquées. Comment est-ce qu'on va venir écrire notre plan dans Dagger? Comment on va décrire notre graphe? Ça va être au travers d'un plan. Donc ce plan, on va le rédiger en Q. Donc un plan, de manière macro, de quoi est-ce que c'est composé? C'est composé d'un ensemble d'imports. Donc des imports, pour ceux qui ont fait un tout petit peu de Go, c'est exactement la même chose, la même syntaxe. Donc vous allez importer un ensemble de packages, donc ça va être les différents ingrédients dont vous avez besoin. Après, vous avez une partie client où vous allez pouvoir interagir avec l'hôte sur lequel vous êtes en train d'exécuter votre plan. Donc Dagger, il va tourner sur une machine et vous allez pouvoir interagir avec le file system de cette machine, lire, écrire des fichiers ou des répertoires. Vous allez pouvoir récupérer des valeurs directement de variables d'environnement ou directement exécuter aussi des commandes sur cette machine. Et ensuite, vous avez vraiment le cœur du plan. Donc ça, c'est les différentes étapes. Donc vraiment, les différentes bulles de mon DAG. Qu'est-ce que je veux que mon plan il exécute quand je vais le dérouler? C'est là-dedans qu'on va venir vraiment utiliser toutes nos librairies et décrire les différentes étapes qui vont me permettre de construire ma crêpe. Pour faire tout ça, on va avoir besoin de QLang. Donc on va faire un petit aparté sur le langage lui-même. QLang, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça veut dire Configure, Unify, Execute, c'est l'acronyme. C'est un langage qui a été créé par un monsieur dont je n'essaierai pas de prononcer le nom, qui travaille chez Google. Donc c'est un langage qui est très utilisé chez Google et ça a été forké chez Google en 2021. QLang, c'est un superset de JSON. Donc ça veut dire que vous pouvez faire tout ce que vous faites en JSON, mais vous pouvez faire beaucoup plus de choses. À quoi ça sert? Ça sert à définir de la data, mais également à la valider et à utiliser cette donnée. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire en JSON, mais par exemple, tout ce qui est la validation, etc., c'est des features qui ne sont pas de base en JSON. Les notions clés qu'on va avoir à l'intérieur de Q,
c'est la notion de package. Donc ça, on l'a déjà vu. En fait, vous allez pouvoir importer des packages et utiliser des librairies. Une notion aussi qui est super importante, c'est la notion de composition. On va opposer ça un petit peu, par exemple, à l'héritage. En Q, vous allez composer les différentes définitions que vous allez créer. Et en gros, dans votre plan Q, l'ordre n'a aucune importance. Du moment que tout ce que vous écrivez à l'intérieur de votre plan, c'est cohérent, derrière, QLang, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la totalité de ce que vous avez écrit et il va chercher à composer tout ce que vous avez défini. Et à la fin, il va sortir un fichier cohérent. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que vous avez écrit, il va râler. Il y a une autre notion en Q qui n'existe pas en JSON, c'est que les types sont des valeurs. Donc ça veut dire qu'un champ, je peux dire mon champ, il vaut Toto, mais je peux aussi dire mon champ, c'est une string. Donc c'est le type string, c'est également une valeur en Q. Donc ça va permettre des choses intéressantes après. Et notamment, ce que ça va permettre, c'est d'amener la notion de contrainte. Donc en Q, sur un champ, vous pouvez définir une valeur, et vous pouvez aussi dire, mon champ, je veux que ce soit une string, ou alors je veux que ce soit un entier, et je veux que mon entier il soit compris entre telle et telle valeur. Il y a également la notion de valeur par défaut qui est absente en JSON, où là, vous allez dire, mon champ, c'est un entier, et par défaut, si tu ne me donnes pas de valeur, ça vaut 10. À quoi est-ce que ça sert, Q? Ça peut servir pour beaucoup de choses différentes, en fait. C'est un peu intimidant au départ. Vous allez pouvoir l'utiliser pour faire de la génération d'API, de la génération de configuration, des templates. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire du policy check. Beaucoup de choses, en fait. Donc, on va juste voir quelques petits exemples pour aborder le langage. Donc, premier exemple, on va rester dans le thème de la crêpe au sucre. C'est comment est-ce que je fais pour définir cette crêpe au sucre en Q. Donc là, pour commencer, on a la définition de la pâte. Donc, quand j'ai un dièse devant, en fait, c'est que je crée une définition, et cette définition, je vais pouvoir la réutiliser à d'autres endroits à l'intérieur de mon fichier Q. Donc, cette pâte, qu'est-ce qu'elle a? C'est une structure, et dedans, j'ai un œuf. Donc, le champ œuf, je dis, c'est un entier, et par défaut, si tu ne me dis pas combien tu en veux, je vais en mettre 2. Après, j'ai de la farine, et sur la farine, là, on a ajouté des contraintes. Donc la farine, je veux que ce soit un entier qui soit compris entre 50 et 200. Le lait, je vais mettre un verre. Et mon petit supplément, ce n'est pas obligatoire. Point d'interrogation, ça veut dire que c'est un champ qui est optionnel. Et je dis juste, c'est une string. Maintenant, cette définition de la pâte, je vais la réutiliser pour faire ma crêpe. Donc ma crêpe, qu'est-ce que c'est? C'est de la pâte. Et là, je vais faire une conjonction, c'est-à-dire que je vais venir respécifier certains champs particuliers à l'intérieur de ma pâte. Donc c'est de la pâte, et je lui dis, dans ma pâte, je veux 125 de farine, et mon supplément, ça va être du rhum. Maintenant que j'ai défini ma crêpe, cette définition, je vais vraiment l'utiliser pour faire ma crêpe au sucre finale. Donc ma crêpe au sucre, qu'est-ce que c'est? C'est une crêpe qui réutilise la définition au-dessus, et je vais rajouter du sucre. Et maintenant, si je demande à Q de me faire une évaluation de tout ça et de m'exporter tout ça au format YAML, je vais retrouver vraiment clairement la définition de ma crêpe avec tous mes champs qui sont correctement exprimés au format YAML. Donc une crêpe au sucre, c'est une crêpe avec 2 œufs, 125 g de farine, un verre de lait, etc., etc. Donc là, facilement, vous pouvez exprimer, définir de la data. Un autre aspect de Q qui est intéressant aussi, c'est sa capacité de faire de la validation. Donc là, par exemple, à gauche, j'ai un manifeste d'un déploiement Cube, et sur ce manifeste, j'ai un label qui est CT, un label environnement qui est CT sur prod. Ici, en Q, j'ai défini un schéma avec des métadatas. Je dis dans ces métadatas, j'ai des labels, et ces labels doivent respecter la définition des labels requis ici. Et dans cette définition, qu'est-ce que je dis? Je viens dire, je vais avoir à un moment un champ env qui peut valoir soit dev, soit stage. Donc là, je ne suis pas cohérent. Et quand je vais venir demander à Q de valider mon fichier YAML ici versus la définition qui est là, donc c'est exactement cette commande ici, je lui dis, tu viens me valider mon fichier YAML par rapport à mon fichier Q.
en essayant d'appliquer la définition du schéma, ben là, je me fais jeter parce qu'il me dit, ben, tu as mis un environnement qui vaut prod, c'est ni dev, ni staging. Donc, ça veut dire que vous pouvez vraiment faire du policy check directement sur vos fichiers Q sans installer d'autres outils qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Un dernier aspect qu'on va voir sur Q, c'est sa capacité de génération. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu similaire à ce que vous pouvez faire par exemple sur du Helm. Donc là, encore une fois, je vais avoir une définition en Q d'un service. Donc ça, c'est un service cube. Ce service, dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai le nom du service. Je dis juste que ça va être une string. Et quel est le nom du pod que je vais venir sélectionner avec ce service et que je vais exposer. Pareil, c'est une string. Ici, je définis une liste avec deux noms d'application. Et après, je vais pouvoir faire une boucle très facilement. En faisant de l'interpolation de string, ici, sur mes différents champs, donc je vais venir setter le champ name, et je vais venir setter, pareil, le nom du pod qui est exposé. Et quand je vais exporter le résultat de cette génération en YAML, par exemple, mais je pourrais aussi très bien le faire en JSON, il est capable d'exporter un petit peu n'importe comment, ben, je vais très facilement avoir mes deux services qui sont créés avec les noms qui sont correctement setés. Donc ça, ce sont des exemples vraiment très basiques, mais vous pouvez faire des choses beaucoup plus compliquées. Là, on a juste gratté la surface. On a vu quelques notions un peu clés pour comprendre et essayer d'envisager un peu les possibilités de Q. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez le site officiel de Q, évidemment. C'est un projet qui est open source, donc vous pouvez aussi aller faire un tour sur GitHub. Pour démarrer, pour moi, le meilleur point d'entrée, ça va être Tutorials, qui est vraiment super accessible et qui a des bons tutos. Et en 1 heure, vous pouvez vraiment comprendre pas mal de trucs. Après, vous avez le Playground qui vous permet, sans rien installer, d'aller directement taper du code en ligne et de regarder ce que ça va faire quand vous allez essayer de l'évaluer. Et pour finir, Q, vous pouvez vraiment faire des trucs bien plus compliqués que ce que j'ai fait là. Vous avez la possibilité d'importer des définitions directement en Go, d'importer vos manifestes cubes, de les réexporter en Q, enfin, de faire pas mal de moulinettes pour faire des trucs assez compliqués, de la génération intéressante derrière. Ok, donc maintenant qu'on a compris 2-3 trucs en Q, on va regarder des exemples concrets de plans sur Dagger. Donc le premier exemple qu'on va regarder, c'est un exemple vraiment tout bête. Je vais prendre des sources en Python. Donc là, en l'occurrence, c'est un web server Flask. Et ces sources, je vais les builder je vais builder un Dockerfile pour créer une image. Et cette image, je veux la pusher sur un registry. Ça, qu'est-ce que ça va nous permettre de mettre en évidence? On va faire ça en local. Et puis après, je vais vous montrer comment on fait ça sur GitHub Action. Et vous allez voir que il n'y a aucune différence entre les deux. Et je peux faire tourner aussi bien ce pipeline en local qu'en remote. Et ça reste transparent. Et après, derrière, ce qu'on va voir aussi, c'est l'utilisation de packages qui sont tout prêts et qui nous permettent d'accéder à des fonctions. En l'occurrence, là, Docker. On va utiliser la librairie Docker. Et donc, pour builder et pusher, ça va être vraiment tout bête. Si on regarde le code source de l'application que je vais builder, donc c'est vraiment très simple. Cette application, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle va démarrer un web server et surtout, elle va aller lire un fichier texte dans lequel je vais écrire l'heure à laquelle j'ai fait mon build Docker. Et du coup, normalement, ma page, si tout se passe bien, elle devrait afficher cette donnée. Si on jette un œil maintenant au code du plan associé, donc ça, c'est vraiment le pipeline que j'ai défini côté Dagger. Qu'est-ce qu'on a ici? On va retrouver des imports de librairies. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser la librairie Docker. Après, je vais retrouver mes fameuses interactions avec l'hôte sur lequel je fais tourner mon plan. Donc là-dessus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller lire le contenu de mes sources que je vais utiliser pour builder mon Dockerfile. Je vais aller récupérer un ensemble de variables d'environnement qui vont me permettre ensuite d'aller m'authentifier auprès du registry sur lequel je vais aller pusher. Et puis, c'est tout. Et ensuite, on a la partie intéressante sur laquelle je vais venir définir le contenu des actions qui sont vraiment exécutées lorsque je vais lancer mon plan avec Dagger. Donc là, en l'occurrence, je vais faire un Dagger do build
Et du coup, ça va dérouler ce qui se passe en dessous. Donc en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a la partie où on va utiliser la librairie Docker, on va utiliser la définition du Dockerfile pour aller builder juste avec cette ligne le contenu qui est à l'intérieur de mon répertoire application. Et puis après, derrière, je vais rajouter un autre step où je vais exécuter une commande à la suite de la même image. Et cette commande, je vais juste venir faire un écho de la date à l'intérieur de mon fichier buildTime. Une fois que j'ai fait ça ici, que je sors de là, j'ai une image qui est générée avec tout le contenu qui m'intéresse. Et du coup, on passe à la suite. Cette image, la bulle suivante, c'était je vais la pusher. Donc, je vais la pusher sur un registry. Mon registry destination, il est là. Je vais utiliser ma variable d'environnement. Je vais m'authentifier. Et la partie qui est intéressante, c'est ici, juste avec la ligne image, je vais faire le lien entre mes deux bulles ici. Donc, cette flèche-là, automatiquement, Dagger, il va comprendre que j'ai un lien entre la partie build et la partie push, parce que à l'intérieur de la partie push, je viens définir l'image que je vais pusher, c'est l'output du underscore build. Donc la sortie de cette partie de mon action, elle est utilisée ici. Et donc du coup, automatiquement, il comprend qu'il y a un lien entre les deux. Et il va faire les deux de manière séquentielle. Dagger, par défaut, si je lui dis rien, il va essayer de paralléliser tout ce qu'il peut. Et quand je crée des liens comme ça entre les différents composants, automatiquement, lui, en tâche de fond, il va reconstruire le DAG qui va bien et toutes les bulles qui ont une relation entre elles, qui dépendent les unes des autres, il va les faire de manière séquentielle dans le bon ordre. Donc, on va essayer de faire ça. Hop. Donc, on va ouvrir le code qui correspond. Ici, j'ai mon répertoire app, j'ai mon fichier avec mon plan Q, exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer. Ce qu'on va faire là, donc on va lancer un petit script qui va tout faire pour nous, parce que j'ai la flemme de taper toutes les commandes à la main. Donc là, je vais lancer un registry local. Et ensuite, je vais setter mes variables d'environnement pour aller taper sur ce registry-là, et je vais juste faire un dagger do build. Dagger do build, je vais aller dérouler l'action de build que je vous ai présentée jusqu'avant. Ici, je vais faire un no cache pour être sûr de ne pas réutiliser du cache que j'aurais déjà buildé pendant mes exécutions précédentes. Et puis, normalement, une fois que tout ça s'est déroulé correctement, je vais avoir mon image qui aura été pushée dans mon registry local. Et du coup, cette image, je vais juste essayer de la pouler, de la démarrer. Et on regardera si ça marche. C'est l'instant effet démo. Donc là, on a Dagger qui est en train de tourner. Il est en train de builder mon image. Donc là, il va récupérer toutes les dépendances, Flask, etc. Builder mon Dockerfile. Et ensuite, une fois que tout ça se sera buildé, voilà, il a réussi à le pusher. Et du coup, ici, on pull l'image résultat et on la démarre. Donc là, maintenant que c'est démarré, si je viens voir ici, si j'essaie d'ouvrir l'URL correspondante, hop, j'arrive bien à accéder à l'image, à la page qui est servie par mon serveur, et la date ici qui correspond à ce qui a été écrit à l'intérieur de mon fichier buildtime.txt. Donc tout ça, ça fonctionne. Donc là, j'ai exécuté, j'ai développé et exécuté entièrement en local un pipeline de CI très simple, mais tout ça, ça tourne en local. Maintenant, la partie intéressante, c'est si je veux faire exactement la même chose, mais sur GitHub Action. Comment je fais? En fait, GitHub Action, du coup, il y a un workflow qui existe, que j'ai déjà déployé. Dans ce workflow, j'ai quasiment rien. J'ai juste mes variables d'environnement ici qui ont été définies. Donc là, ça définit le registry sur lequel je vais aller pusher le résultat de mon pipeline. Et ici, la seule partie intéressante, c'est que je vais utiliser une action qui est fournie déjà avec le repo Dagger et qui me permet d'exécuter automatiquement mon Dagger do build. Donc je lui dis, tu vas aller travailler dans tel répertoire
et tu fais Dagger do build. Et lui, derrière, juste avec ça, eh ben, il va être capable de faire exactement la même chose que ce que moi j'ai fait sur mon poste de travail. Et le résultat va être exactement le même. Donc là, on peut aller voir le résultat de mon pipeline. J'ai ma commande qui a été exécutée ici. J'ai mis un niveau de verbosité un petit peu plus élevé. Donc là, vous voyez, voilà le build de mon Dockerfile. J'ai récupéré toutes mes librairies. J'ai construit mon image et derrière, je l'ai pushé. Et le résultat de mon push, hop, il est bien sur Docker Hub, vu que j'ai juste changé mes variables d'environnement. Voilà, j'ai bien mon image qui a été pushée hier, la dernière fois que j'ai trigué la CI distante. Donc là, on voit vraiment que la portabilité du pipeline de CI, c'est quelque chose qui existe là, qui fonctionne, et j'ai vraiment aucune différence entre ce que moi je suis en train de faire tourner sur ma machine et ce que je vais faire tourner en distance. Maintenant, si on va un tout petit peu plus loin, on va reprendre la même base d'exemple. Donc, c'est-à-dire que je vais builder une application. Cette application, là, en l'occurrence, ce sera du Node.js. Je vais faire un build Docker en basant sur un Dockerfile. Je vais aller pusher le résultat de ce build sur un registry, donc là, Docker Hub. Et puis après, tout ça, là, cette action de build, je vais également l'utiliser pour aller déployer le résultat de l'image que j'ai pushée ici sur un cluster. Donc là, je vais faire tourner ça sur un cluster, sur du Minikube en local. Ça, qu'est-ce que ça va nous permettre de mettre en évidence? Ça va nous permettre de mettre en évidence l'aspect de composition de queue. Donc là, je vais venir composer mes différentes actions. Donc j'ai une action build, donc qui est équivalente à ce qu'on a vu juste avant. Et puis, je vais avoir une action deploy. Et cette action deploy, eh ben, elle va dépendre du résultat de l'action build. Et donc, comme ça, je vais pouvoir composer des actions de plus en plus compliquées. Pour faire ça également, on va utiliser un autre package, qui est un package Cube, qui va nous permettre très facilement de réaliser notre déploiement en utilisant une seule définition et qui va nous amener cette couche d'abstraction pour ne pas avoir à utiliser plusieurs fonctions différentes. Et l'idée derrière tout ça, c'est juste que je vais lancer ma commande Dagger do deploy et je m'occupe de rien et normalement tout doit bien se passer. On va voir si tout va vraiment bien se passer. On va ouvrir ça et on va rajouter un petit coup d'œil au plan associé. Donc au niveau du plan, qu'est-ce qu'on a? On va retrouver des choses similaires à tout à l'heure. Donc je vais venir importer les librairies qui m'intéressent. Là, en l'occurrence, je vais rajouter une librairie qui est celle-ci. Donc c'est une librairie de triche, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que sur la nouvelle version de Dagger, il y a la majorité des librairies qui ont disparu par rapport à la version alpha. Donc toutes les librairies GCP, AWS, Cube, Terraform, tout ça, en fait, elles ne sont plus disponibles, elles ne sont plus compatibles avec la nouvelle version. Ce qui s'est passé pendant la version alpha, c'est qu'ils ont vraiment privilégié la quantité de librairies à la qualité. Et là, maintenant, ils ont fait table rase de tout ça et ils vont refaire les librairies une par une, mais faire vraiment correctement et maintenable. Donc là, pour ma démo, je n'avais plus la librairie Cube. Moi, ce que j'ai fait, c'est que de manière totalement sale et inavouable, je l'ai réimplémenté à ma sauce, juste pour les besoins de ma démo. Je ne vous montrerai pas le code. Et voilà, du coup, j'utilise un package Cube fait maison. À l'intérieur de mon plan, donc je retrouve toujours pareil, des interactions avec l'hôte sur lequel je vais faire tourner mon plan. Et je vais d'ailleurs lancer la commande de suite, parce que ça va prendre un petit peu de temps. On pourra voir les logs se dérouler. Hop, voilà, donc là, il va se passer plein de choses. Donc là, ici, qu'est-ce que je fais? Je lance une commande où je vais récupérer l'adresse IP de mon cluster Minikube. Ensuite, j'ai des interactions toujours avec mon file system où je viens récupérer le contenu de certains répertoires, donc mes sources, mon kubectl et mon manifeste que je vais déployer ensuite. Toujours pareil, des variables d'environnement qui vont me permettre de m'authentifier auprès de mon registry Docker. Et après, on a vraiment le cœur du plan ici. Donc dans ce plan, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la partie build où je vais venir builder en basant sur un Dockerfile que je vais retrouver à l'intérieur de mon répertoire app. Donc ça, c'est exactement la même chose que tout à l'heure.
De la même manière également, je vais venir pusher ce résultat. Donc j'ai toujours ce lien entre le build et le push qui est fait via cette image ici, là. Et après, on a la partie deploy, où là, je vais venir utiliser ma fameuse librairie, faite maison, dans laquelle je vais venir spécifier un certain nombre de champs. Et je vous parlais de composition des actions tout à l'heure. La composition des actions, le lien va se faire ici. Ici, l'image que je vais venir pusher à l'intérieur de mon manifeste, en réalité, c'est le résultat du push juste au-dessus. Donc dans mes actions, dans le build, je vais récupérer le résultat du push. Donc en fait, c'est vraiment le résultat de ce qui s'est passé ici. Et juste en faisant ça, en lui disant pour cette partie, tu vas utiliser le résultat d'ici, derrière, Dagger, lui, il comprend que dans mon DAG, j'ai un lien entre la partie push et la partie deploy. Et donc quand je lui demande de faire le deploy ici, lui, il comprend automatiquement qu'il a besoin d'exécuter toute cette partie avant. Et donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc vous n'avez pas besoin comme ça de stocker des choses dans des variables intermédiaires ou d'aller stocker des artefacts quelque part pour ensuite les réutiliser ailleurs. Tout ce qui se passe à l'intérieur de Dagger, si ça a été généré au sein de votre CI, c'est quelque part en cache et du coup, on va pouvoir le réutiliser dans notre step un petit peu plus loin. De la même manière, ici, je vais fournir un champ IP et là, je vais pouvoir récupérer le résultat de la commande que j'ai exécutée au tout début sur mon client. Et après, je vais lui passer le contenu des répertoires que je vais venir lire pour qu'il récupère le cube config, le manifeste à déployer et un autre champ où je dis tu vas aller me déployer tout ça à l'intérieur d'un namespace que tu vas appeler Dagger Demo. Donc là, tout c'est fini. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, normalement, je devrais avoir un namespace qui vient d'être créé qui s'appelle Dagger Demo. Donc jusque-là, tout va bien. Et du coup, hop, on va juste lancer le tunnel pour avoir accès à nos IP du load balancer. Et on va regarder si tout s'est bien passé. Donc normalement, si tout a bien été déployé, je devrais avoir quelque chose qui s'affiche ici. Donc là, j'ai bien mon Pacman qui a été déployé. Je vais pouvoir jouer comme ça pendant quelques heures. OK. Donc là, on a réussi à faire tout ça avec une seule commande. Maintenant, si je veux faire exactement la même chose sur du remote, j'ai absolument rien à changer, mis à part le fait que là, je déploie sur du Minikube, mais sur le principe d'aller déployer sur un cluster Kubernetes, je vais pouvoir faire ça sur ma machine ou faire ça sur du GitHub Action ou n'importe quel autre système. À la fin, je vais toujours avoir la même commande Dagger do deploy et je vais toujours avoir cette même couche d'abstraction apportée par Dagger et donc tout sera similaire. Et j'ai pu faire quand même mon développement et mon debug du pipeline en local. Si on veut imaginer maintenant un exemple un petit peu plus complexe, donc ça c'est quelque chose qu'on avait mis en œuvre sur la version précédente, donc sur la V01, sur laquelle on avait accès vraiment à des librairies supplémentaires. Donc là, l'idée c'était quoi? C'était de déployer, de builder dans un premier temps une application front, une application back, donc toujours avec des Dockerfiles, de pusher nos images sur un registry, et en parallèle de ça également, on faisait du provisioning d'infrastructure. Donc là, on avait un plan Terraform, on exécutait ce plan, et lui, en fait, il servait à provisionner un EKS, donc sur AWS. Et en utilisant des librairies Terraform, du coup, on faisait ça très simplement, et derrière, on utilisait également d'autres librairies qui étaient fournies par Docker, des librairies à EKS, justement, pour extraire automatiquement le cube config qui correspondait au nouveau cluster qui avait été créé. Et en ayant tout ça, en ayant nos images qui avaient été pushées et notre cube config, on avait tout ce qu'il fallait pour venir déployer toute notre application sur notre nouveau cluster. Et tout ça se faisait automatiquement avec une seule commande. Qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est que déjà, il y avait l'utilisation de deux librairies, et on va regarder le code juste après, qui nous permettait vraiment de faire les choses très simplement.
Et après, il y a une autre notion qui est intéressante avec Dagger, c'est que ça permet d'apporter une gestion assez fine au niveau des monorepos. Tout ça, tout le code du front et du back, c'est à l'intérieur d'un même repo Git. Et la manière dont on va définir nos inputs à l'intérieur de Dagger, je vais définir dans quel répertoire sont les sources pour builder mon front, la même chose pour le back. Et du coup, Dagger, derrière, avec sa gestion du cache et sa gestion des inputs, il va être capable automatiquement, à chaque fois que je vais lancer le pipeline, de détecter est-ce que j'ai eu du mouvement, des changements à l'intérieur des sources du front. Et si c'est le cas, il va rebuilder. Et s'il n'y a rien qui a bougé, il va réutiliser le cache. Du coup, on ne va jamais s'amuser à refaire des choses ou à rebuilder des choses dont on n'a pas besoin. Même sur des monorepos. Donc ça, c'est assez intéressant. Si on regarde le code maintenant qui correspond vraiment à la totalité du schéma dont je vous ai parlé, tout tient ici. Donc ça va être un peu différent de ce qu'on a vu parce qu'il y a beaucoup de concepts qui ont changé entre la V01 et la V02. On n'avait pas la notion de plan ni rien à l'époque. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre ici, ce qui est intéressant, c'est que on a un ensemble de librairies qu'on va utiliser. Donc on a des librairies Terraform, on a la librairie Cube, du AWS, du EKS. Donc ça, c'est vraiment nos ingrédients. Après, on avait tout un ensemble d'inputs qu'on définit, donc des répertoires en entrée et puis des variables d'environnement. On avait une partie où vraiment on allait builder toute la partie back-end, donc exactement similaire à ce qu'on avait avant. On vient builder et on vient pusher en utilisant la librairie Docker. Une partie similaire sur le front, où là, c'était encore plus simple. Je lui dis juste, va me chercher le Dockerfile à l'intérieur de ce répertoire, build, et ensuite push. Et la partie plus intéressante et un peu nouvelle sur vraiment le provisioning de l'infrastructure. Je lui dis, tu vas aller chercher le plan qui est dans tel répertoire source et tu l'appliques. Et juste avec ça, c'est terminé, il se débrouille, il va aller appliquer mon plan Terraform. Je lui donne juste des credentials pour qu'il puisse se connecter correctement à AWS. Une fois qu'on avait ce plan Terraform qui avait été exécuté, on allait réutiliser cet EKS cluster qui avait été créé ici. Et donc là, encore une fois, on fait le lien entre nos deux bulles, entre la partie Terraform et la partie EKS, via ce système de réutilisation de choses qui ont déjà été définies ailleurs. Donc là, je lui dis, sur EKS, le cluster que tu vas utiliser, tu vas aller récupérer son nom dans la sortie de la commande Terraform. Et automatiquement, comme ça, il comprend que ça, il va l'exécuter après la partie Terraform. Donc là, je récupérais mon kubeconfig, et ensuite, ce kubeconfig, je le passais ici. Donc encore un lien entre des bulles, en disant, le kubeconfig, c'est la sortie d'ici. Et du coup, tu vas aller me déployer mon manifeste sur ce cluster-là. Et juste en faisant ça, on arrivait à faire la totalité de ce pipeline-là. Maintenant, si vous voulez découvrir un petit peu plus Dagger et rentrer sur le sujet, qu'est-ce que vous avez comme ressources? Vous avez la documentation officielle, le site officiel, la documentation qui aujourd'hui est scindée historiquement sur la partie V01, vous avez encore accès à la documentation. Là-dessus, il y avait beaucoup d'exemples à l'époque, beaucoup de docs, et depuis qu'ils sont passés sur la version 0.2, là, il y a les nouveaux concepts qui sont expliqués, mais après, vous n'avez plus aucun exemple là, à ce jour, je crois. Sur la documentation, vous n'avez quasiment plus rien. Donc, la bonne ressource, c'est surtout d'aller voir les exemples et les tests directement sur le repo GitHub du projet. Après, vous pouvez participer, vu que c'est un projet open source, donc vous avez accès au Discord, sur lequel il y a toutes les discussions, et toutes les discussions qui ont trait au développement, elles sont en accès libre, donc vous pouvez voir tout ce qui se passe, et il y a notamment aussi tous les canaux d'aide. Et après, sur GitHub, il y a deux discussions aujourd'hui qui sont intéressantes. La première, c'est quel est l'environnement de CI qui va être couvert par les prochains développements. Là, je vous ai montré GitHub Action. Mais est-ce que ils vont créer un plugin Jenkins ou quelque chose pour interagir facilement avec GitLab CI ou n'importe quel autre outil? Là, c'est un sujet sur lequel vous pouvez voter et définir un petit peu quels sont les environnements cibles qui pourraient être intéressants.
Et après, un autre sujet qui est intéressant aussi, sur lequel vous pouvez voter, proposer des choses, c'est qu'est-ce qu'on va rajouter comme librairie à Dagger. Donc là, je vous ai parlé de Cube, c'est celle qui a le plus de votes en ce moment. Mais il y a plein d'autres pistes, hein, du Terraform, du Vault, enfin voilà, avec quels outils on veut que Dagger puisse interagir et quels sont les prochains développements à prioriser. Aujourd'hui, alors je pense que là même on est passé en 0.2.5, donc ça bouge très très vite, il y a beaucoup de releases, hein. Ça avance assez rapidement le développement. Je crois que là d'ailleurs ils sont aussi en train de préparer des exemples sur la documentation. Des pistes techniques intéressantes pour la suite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a forcément des nouveaux packages et des nouvelles manières d'interagir avec de plus en plus d'outils. Il y a toute la partie gérer des backends de cache. Donc ça, c'est quoi la problématique? C'est que là, ce que je vous ai montré, c'est super. Si je réexécute mon plan sur ma machine et que j'ai déjà buildé mon application, eh ben, il ne va pas le refaire et je vais gagner du temps. Par contre, à chaque fois que je vais trigger la CI sur un runner distant, par exemple sur GitHub Action, je ne vais pas du tout profiter de cette notion de cache, parce qu'à chaque fois, j'ai tout qui va être réexécuté. Moi, je ne sais pas où il est, mon runner, et à chaque fois, en général, on a un nouvel environnement qui est instancié à chaque fois. Donc là, l'idée derrière ça, ça va être de pouvoir, à un moment donné, pusher mon cache quelque part sur un backend, et à volonté pouvoir le pouler. Et comme ça, je peux repartir d'un état qui a été prédéfini et gagner du temps. Donc il y a toute cette notion-là qui est en discussion. Une autre notion aussi, c'est la génération des visuels de DAG. Là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que quand on exécute Dagger, bon là on l'a vu, c'est du terminal, donc j'ai plein de logs et tout, c'est coloré, c'est sympa. Par contre, je perds complètement tout ce que j'avais habituellement sur tous les outils de CI habituels, la visualisation de mon pipeline avec toutes les différentes étapes. Tout ça, on l'a pas aujourd'hui dans Dagger. Donc là, j'ai fait des trucs ultra simples, avec 2-3 bulles à chaque fois, mais quand vous allez avoir un pipeline qui va être un petit peu plus complexe et que ça va planter, parce que ça va planter, il faut arriver à débugger, il faut arriver à comprendre un petit peu où on a eu des problèmes. Et donc là, il va manquer des outils de visualisation. Donc tout ça, ils y ont déjà pensé, ils sont en train de réfléchir également à qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place de sympa. Et voilà. Hop, on va arrêter l'enregistrement ici. Et je vais répondre à des questions s'il y en a.